Le 1er novembre 1954 marque le déclenchement officiel de la guerre d'indépendance algérienne. En pleine nuit, des feux éclatent dans plusieurs régions d'Algérie. À Iri-Limoulin, un village perché dans les montagnes des Ouadia, un incendie est déclenché par un groupe de combattants. Les stations de radio françaises ont présenté ces événements comme l'œuvre de simples bandits. Pourtant, ce n'est pas un acte isolé. Partout dans le pays, des attaques coordonnées sont menées. Casernes, commissariats, bâtiments officiels et même stations de radio. Les cibles sont stratégiques. L'opération a été minutieusement planifiée par les Moudjahidines du Front de Libération Nationale. Ce soulèvement marque un tournant. La Toussaint Rouge, comme on l'appellera plus tard, est le point de départ d'un conflit majeur. Pour l'État colonial, le choc est brutal. Ce n'est plus une série d'incidents, c'est une guerre. Dans les premières années qui suivent le déclenchement de la lutte armée en 1954, la révolution rencontre des sérieux problèmes, tant au niveau organisationnel et communicationnel que sur le plan matériel. En coupant les liaisons entre les 6 chefs historiques de l'intérieur, la répression coloniale a empêché leur rencontre prévue pour janvier 1955, ainsi que toute rencontre entre ces derniers et les 3 autres chefs historiques de la délégation extérieure installés au Caire, soit Eid Hamid, Ben Bella et Khidar. En fait, les 9 chefs historiques de la révolution algérienne ne se rencontreront jamais. Dès mars 1955, 3 sont hors de combat. Didouche est tué dans un accrochage en janvier. Ben Boulaïd et Bitat sont arrêtés en février et en mars, respectivement. L'isolement de chaque zone, jusque-là totalement autonome, a abouti à des actions trop souvent anarchiques ou désespérées. Si ces actions continuent, elles risquent de compromettre le processus révolutionnaire. D'autant plus que le gouvernement français, après avoir concentré ses forces dans l'Aurès et en Kabylie, décrète le 3 avril 1955 l'état d'urgence dans ces 2 régions afin d'y neutraliser les résistants. À cette répression s'ajoute le manque d'armes et de munitions qui limite de plus en plus les dirigeants de l'intérieur. Il dénonce régulièrement et avec amertume l'incapacité du responsable de la logistique de les ravitailler 1 an et demi après l'insurrection. Lorsque la guerre éclate en 1954, le président Gamal Abdel Nasser, fameux panarabiste, se trouve à la tête de l'État égyptien. Les tendances hégémoniques de la Ligue arabe, dont l'Égypte fait partie, sur le mouvement nationaliste algérien déjà présent avant l'avènement de Gamal Abdel Nasser, se manifesteront avec lui de façon plus marquée. Ben Bella a été l'homme de Nasser de 1954 jusqu'à sa chute en 1965. Cela explique pourquoi les services de renseignement généraux français affirment 1 semaine après l'insurrection que tout se fait au Caire et que le chef est l'ancien membre de l'OS, Ahmed Ben Bella. Fortement soutenu par Nasser et bénéficiant d'une publicité internationale inespérée de la part de la France, Ben Bella s'érige en chef de la révolution dite arabe. Eid Hamid désapprouve de la politique personnelle de Ben Bella avec les Égyptiens. À ce propos, l'historien français Yves Courrière écrit « La France de son côté continue de désigner l'Égypte comme responsable du soulèvement populaire. En faisant de Ben Bella et Nasser les symboles de l'Algérie révolutionnaire, la propagande colonialiste relègue au second plan le rôle des véritables responsables de l'insurrection, et du même coup renforce les prétentions égyptiennes. » Dans un document daté du 15 août 1955, portant sur le bilan de 9 mois de combat de l'armée de libération nationale, le FLN répond à cette propagande coloniale française qui s'adresse également à Ben Bella et à Nasser en ces termes. Pour nos colonialistes, nous sommes au service de l'étranger. Tour à tour, nous sommes des stipendiés de Moscou, du Caire, de Tétouan, de Londres et Washington. Nous répondrons que nous ne sommes à la solde de personne. Nous sommes au service de l'Algérie seule. Il n'existe dans nos rangs aucun étranger, ni tunisien, ni égyptien, ni allemand.
Ce sont des Algériens et uniquement des Algériens qui dirigent et mènent le combat. Pour sortir la crise algérienne du cadre français, Aït Hamed, qui parcourait l'Asie depuis 1952, réussit à faire reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple algérien par la première conférence afro-asiatique tenue à Bandung en Indonésie au mois d'avril 1955. Sur le plan diplomatique, ce fut un grand exploit d'internationalisation accompli par le FLN. Entre-temps, le conflit entre l'intérieur et Ben Bella s'aggrave. Ben Bella cherche une solution négociée avec la France sans consulter l'intérieur. Et ce au moment où le colonialisme, parallèlement à la répression, redéploie avec force son arme classique, la politique de division. Depuis la conquête de l'Algérie, tout soulèvement populaire contre la domination française déclenche automatiquement le processus répression-division. Le déclenchement de la révolution ne peut échapper à cette logique colonialiste qui de surcroît a toujours réussi. La Kabylie, bastion permanent de la résistance, a toujours été la cible des manœuvres politiques colonialistes de division. Elle va servir à de nouvelles expériences. L'objectif de la France est de l'isoler du reste de l'Algérie après l'avoir pacifiée. Reconnaissant que la situation stratégique de la Kabylie est essentielle, le général Jean Ollier, commandant civil et militaire de la Kabylie, affirme que pacifiée, la Kabylie coupe la rébellion algérienne en deux. Dissidente, elle assure au contraire l'unité de cette rébellion. En effet, une carte géographique qui représente le nombre d'actions militaires contre le colonisateur français en mars 1959 a été retrouvée dans les archives de l'armée française. Portant le titre « Action de feu rebelle », elle montre que l'essentiel des insurrections qui ont conduit à la décolonisation de l'Algérie a eu lieu en Kabylie. Elle confirme donc que la guerre d'Algérie s'est principalement passée dans cette région. En début de 1956, un retour massif d'ouvriers immigrés kabyles a lieu. 23 000 hommes seraient ainsi rentrés en Kabylie et la plupart d'entre eux auraient rejoint la rébellion. Grâce au ralliement, à partir d'avril 1956, des autres mouvements politiques, le FLN-ALN s'impose donc comme le seul interlocuteur légitime face à la France. L'auteur de cette intégration d'anciens partis réformistes était Aben Ramadan, intellectuel et militant kabyle de grande valeur, surnommé l'architecte de la Révolution. Il a adhéré au PPA en 1943. En 1950, il est condamné à 6 ans de prison. Atrocement torturé, il ne dit rien. Dès sa sortie de prison en janvier 1955, il rejoint le FLN de l'intérieur qui trouve en lui la tête politique qui lui fait défaut. L'historien algérien Mohamed Harbin écrit « Ben Bella et Boudiaf voulaient faire du FLN l'organisation des anciens de l'OS. Ben en fera, lui, un large rassemblement national. » En effet, Ben Bella et Boudiaf ont l'objectif d'écarter les Kabyles de la direction du mouvement révolutionnaire, et ce avec la bénédiction de Nasser. Alors que ces individus tentent d'éliminer les Kabyles de la direction du mouvement révolutionnaire, les dirigeants de l'intérieur sous la direction politique d'Aben s'activent dans la préparation du congrès de la Soumam. Pour eux, seul un mouvement bien organisé, solidement structuré et disposant d'une plateforme politique claire sera capable de continuer à lutter efficacement contre les forces considérables que la France a mises en œuvre.